Bonjour, bonjour, ravi de vous voir. Bonjour. Salut Elsa. Bonjour. On est là pour ce que tu as commis, qui est là entre nous, qui ne nous sépare pas, mais nous rapproche. Un livre, Tant mieux. Ténor de guerre, aux éditions Marcali, qui font pas mal de récits de ce genre. Alors, par les temps qui courent, il y a une bonne nouvelle, c'est que ce livre est pétri de vérité. La vérité de ton enquête, la vérité de tes doutes, la vérité d'une personne sur laquelle tu as mené cette investigation au long cours. Tu as rencontré plus d'une cinquantaine de personnes. La vérité d'une guerre, la vérité d'un peuple dont on parle encore aujourd'hui. Dans le métro, je regardais un peu les dernières nouvelles et on parlait de drones venant de l'Ukraine sur le territoire russe, qui avaient tous été, bien sûr, comme d'habitude, interceptés. Il faut dire que Moscou n'a jamais reconnu lorsqu'il se passe quelque chose de plus grave. Tu es journaliste. Oui, je suis journaliste. Je ne sais pas s'il y a de quoi se vanter. Je plaisante, évidemment. Et tu fréquentes, si j'ose dire, le territoire ukrainien depuis longtemps. Est-ce que tu peux nous dire juste cette curiosité ukrainienne qui est la tienne? Oui, bien sûr. Bonjour. La première fois que je suis allée en Ukraine, c'était pour la révolution du Maïdan, donc c'était à la fin de l'année 2013 et au début de l'année 2014. J'étais partie en reportage pour le magazine Polka, qui est un magazine de grand reportage pour lequel je travaillais à l'époque. Et donc c'était pour, j'allais dire assez classiquement, couvrir cette révolution citoyenne qui était au cœur de la capitale ukrainienne. Et en fait, dès ce moment-là et lors des reportages suivants que j'ai pu y faire pendant la guerre du Donbass, la question de l'engagement, c'est-à-dire de pourquoi des citoyens, parce que sur la place du Maïdan, c'était bien ce dont il s'agissait, c'est-à-dire c'est pas des gens qui prenaient les armes encore, pourquoi des citoyens qui viennent pas forcément de la capitale, mais qui viennent du pays entier, se retrouvent sur la place centrale de la capitale pour aller défendre une certaine idée de leur pays, une liberté. Et on va dire un amour de la démocratie, enfin une envie de plus de démocratie et une plus grande proximité à l'Union européenne plutôt qu'aux voisins russes. Et c'est vrai que c'est un peu comme si là, sur la place de la République, où il se passe par ailleurs tout un tas de choses, des centaines de milliers de gens décidaient de se retrouver, de camper pendant des mois pour réclamer une autre société. Donc j'ai trouvé ça assez fascinant. Ça a été ma première porte d'entrée, on va dire, dans le pays et dans la culture ukrainienne. Et il se trouve que j'ai rencontré des gens qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont raconté leur pays que je connaissais pas du tout jusqu'alors. Et ça a développé une curiosité, comme ça peut arriver dans des vies de journalistes, pour ce pays et pour ce qu'il était en train de vivre, en fait. Parce qu'en fait, c'était le début d'une tranche historique qui s'ouvrait en fait dans le pays, même si évidemment il y avait eu la révolution orange 10 ans auparavant. Mais voilà, c'est tout faire une grande session historique dans laquelle on est finalement encore. Et c'est comme ça que mon histoire avec ce pays a commencé. Elle commence et commence ton livre avec une description que je vais tenter de lire en respectant ton récit. Les champs baignent dans une lumière de fin de journée. L'été vient tout juste de commencer. Le petit groupe se fraye un chemin dans les bosquets et les hautes herbes. Des coquelicots éclatent çà et là. C'est la saison. Leur rouge sang ne les inquiète pas. Ils ne savent pas ce qui les attend. L'après-midi était plutôt paisible au QG. Nettoyage des armes, vaisselle, ménage, inspection des roquettes. Ils ont même bu du vrai café. Un vent chaud souffle
Ils suent sous leur casque. Les arbres se balancent doucement, laissant traîner leurs ombres. On sent que la tourmente arrive. Et là, dans quelques minutes, ton héros va tomber. On appelle ça un 300. C'est ce que j'ai découvert en te lisant. C'est-à-dire en langage militaire, quelqu'un qui est blessé, c'est un 300. Et hélas, très vite, il deviendra un 200, à savoir quelqu'un de mort. Comment s'appelle-t-il et comment a-t-il été tué? Alors, cet homme s'appelle Vassil Slipak. Et c'est l'homme dont il va s'agir dans toute cette enquête, dans tout le récit. C'est le ténor, c'est le chanteur lyrique. Et comment il va mourir, j'allais dire bêtement, un peu comme toutes les morts. Ouais. Y a un sniper alors, qui a été plus ou moins identifié, mais donc je ne sais pas si je peux dire s'il est russe ou pro-russe, mais un sniper qui n'est pas très loin, qui tient une position et qui va lui tirer dessus. Bon, j'apprendrai un peu plus tard que c'est dans l'artère fémorale et que du coup il a très peu de chances de survie, voire aucune. Et donc en fait il va mourir très vite malgré les gestes de premier secours de ses frères d'armes. À ce moment-là, il n'y a que des hommes autour de lui, même s'il y avait aussi des femmes. Alors tu vas découvrir l'existence de celui qui va être ton futur héros de livre dans une brûlerie de café. Parce que tu découvres qu'il y a un café qui s'appelle Odessa et tu poses des questions. Et comment on en arrive à l'évocation de ce ténor? Alors en fait, cette histoire, on vous a raconté un petit peu le tout début de mon histoire avec l'Ukraine, mais cette histoire-là précisément commence à Paris, pas très loin d'ici, près du métro Jourdain. Je rentre en effet dans cette fameuse brûlerie de café, où donc on vend du café. Et en fait, la conversation commence avec l'homme qui tient cette brûlerie, qui s'appelle Gaston, et que je ne connais absolument pas. Et c'est un échange commercial, comme on en a à peu près tous et toutes tous les jours. Et en fait, du fait du nom de ce thé, c'est un thé, parce qu'il vend aussi du thé, qui s'appelle Odessa, sur un malentendu un petit peu, commence une conversation, parce que moi je lui demande... je lui pose des questions sur ce thé, il me répond un peu sur l'Ukraine. Je dis que j'aurais aimé aller à Odessa. Lui me dit qu'il connaît l'Ukraine. Et bref, je mets fin au suspense. Il commence à me parler donc d'un ami très proche à lui. Il me dit qu'il est mort sur le front. Donc à ce moment-là, la guerre dans le Donbass a commencé, c'est-à-dire à l'est de l'Ukraine. Donc les Russes sont déjà entrés en Ukraine. Donc il me parle de cet ami qui était un proche ami à lui, Vassil Slipak. Qui est décédé. Il me dit peut-être que vous le connaissez. Donc non, je ne le connaissais pas. Mais en fait, ça va très vite tout de suite m'intriguer parce que déjà cet homme, s'ils se connaissent avec ce vendeur de café du métro Jourdain, c'est qu'en fait Vassil a passé a passé 20 ans de sa carrière en France, donc il a beaucoup d'attaches, beaucoup d'amis en France. Et puis me reviennent très rapidement toutes ces questions sur l'engagement, sur pourquoi on s'engage et pourquoi on quitte une vie relativement confortable pour prendre les armes et pour défendre son pays ou des idéaux. Ce qui est le cas de cet homme, puisque quand Gaston de la brûlerie de café me présente cet ami, il me dit aussi tout de suite... C'était un chanteur lyrique qui avait une carrière en France. Et là, évidemment, qu'en franchissant le pas de la porte, en sortant, ça me reste en tête. Et je pense évidemment pas tout de suite à raconter son histoire et à me dire que ça va faire un formidable récit. Mais en fait, ça me reste en tête pendant des mois et je commence à faire des petites recherches par-ci, par-là. Et cette quête et ces questions vont me grignoter et m'envahir et pendant plusieurs années. Et tu vas travailler là-dessus. Alors, tu le dis d'ailleurs en toutes lettres dans le livre. Pourquoi s'engage-t-on corps et âme dans une cause? Pour quelles raisons risque-t-on sa vie? Mourir pour des idées, d'accord, mais concrètement, quelles sont les étapes? Lors de mes voyages en Ukraine, pendant la révolution de Maïdan et la guerre du Donbass, ces vastes questions m'animaient déjà. Alors, ce qu'on pourrait déjà
préconiser à toutes celles et ceux qui sont ici, c'est d'aller voir, écouter la voix stupéfiante de Vassil. C'est une voix qui a toute une histoire parce que, alors là, on est dans le domaine de l'opéra. Au début, le Vassil jeune est un contre-ténor, c'est-à-dire une voix très aiguë, qui est considérée d'ailleurs par les autorités russes, soviétiques à l'époque, comme étant une voix de malade, parce que c'est une voix efféminée. Et en gros, c'est ce qui va provoquer le fait qu'il va quitter le territoire où il est pour aller chercher, peut-être, je m'aventure, mais un destin artistique où il va être pris en compte. Et là, il se retrouve à Clermont-Ferrand. C'est ça ? C'est tout à fait ça. En fait, il grandit à Lviv, donc une très grande ville dont vous connaissez sûrement le nom et peut-être les rues. Une grande ville. Avant, on l'appelait Lvov. Ouais. Et Lviv, c'est la terminaison ukrainienne. Il grandit là-bas, il va à l'école et puis surtout, il va dans un chœur d'enfants dans lequel il passe toute sa vie, tous ses loisirs, ses week-ends. Et c'est un chœur d'enfants qui s'appelle le chœur d'Oudarik, qui existe encore et qui est très réputé encore aujourd'hui, mais à l'époque aussi. C'est-à-dire qu'il voyage presque dans le monde entier. C'est avec ce chœur, il va chanter devant le pape au Vatican, il va chanter à New York, ce qui, à la fin des années 80, début des années 90, pour un enfant qui vit de l'autre côté du mur, est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Oui. Je ne sais pas si c'est ça qui lui donne cette envie d'ailleurs, mais en tout cas, moi, ce que je vais comprendre, c'est qu'il y a deux choses dont il va avoir très envie jeune. C'est d'être sur le devant de la scène, d'être soliste, c'est-à-dire de sortir du chœur, de sortir du groupe pour chanter seul. C'est la destinée, en tout cas professionnelle, qui s'imagine. Et il y a aussi cette curiosité pour l'ailleurs, pour l'Europe notamment, l'Occident. Ça, je le sais parce qu'en fait, je sais qu'il, quand il était jeune, avant qu'il ne parte en France pour la première fois à 17-18 ans, il tenait un petit carnet dans lequel il écrivait tous les noms des étrangers qui venaient à Lviv et qui rencontraient lors de concerts ou lors d'événements, en prenant assez scrupuleusement leur numéro de téléphone pour les rappeler au cas où un jour ils seraient de l'autre côté, quoi. Ouais. Et c'est ce qu'il a fait. Et en fait, il a l'opportunité de participer à un concours de chant en Auvergne, à Clermont-Ferrand. Il va y aller, il va le remporter haut la main. Il y a encore des gens qui se souviennent d'à quel point il était stupéfiant. Il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Lauré, qui est un chef d'orchestre que j'ai rencontré, qui disait que c'était un personnage d'opéra bouffe et qu'il était littéralement une tornade sur scène, et sa voix et sa prestation étaient complètement hors normes. Et il va aller une fois à ce concours, il va rafler un peu plusieurs médailles. La deuxième année, il va y retourner. Et puis, il ne va plus trop retourner en Ukraine puisqu'il va il va rentrer à l'Opéra de Paris dans les chœurs à 19 ans, ce qui est très, très jeune et très, très rare. Et puis, il va y avoir un événement qui va être déterminant pour la suite. Sa voix va muer. Et donc, de contre-ténor, il va devenir baryton. Baryton, peut-être vous avez entendu la disparition d'un grand chanteur belge qui s'appelle José Van Damme. C'est du même ordre, c'est une basse qui n'est pas aussi basse que la basse, mais qui est quand même très basse. Et quand on écoute Vassil et qu'on le regarde, encore une fois, allez l'écouter et le regarder sur le web, on voit effectivement une puissance, une force absolument remarquable. D'ailleurs, c'est un géant, lui. Il fait quoi, plus d'1m90 ? Oui, il fait plus d'1m90. Oui. Pas encore 2 mètres, c'est entre les deux. Donc, il y a de quoi être assez, impressionné par la puissance du personnage. Et cette puissance, en même temps, n'a rien d'arrogant. C'est quelqu'un qui cherche, qui rencontre des personnes, et hélas, son talent ne va peut-être pas être reconnu comme il aurait dû. Tu dis d'ailleurs
que lui aussi travaille peut-être pas assez la musique, sa voix. Et donc, du coup, l'engagement à l'opéra, ça va pas être fortement satisfaisant. Non, c'est toujours un peu bizarre puisque comme vous l'avez compris, moi je l'ai rencontré quand il était mort. C'est une rencontre posthume. Donc tu cherches. Donc je cherche et donc moi j'ai pas de. Vous parliez tout à l'heure de la vérité. Moi j'ai recueilli des vérités sur lui. Je pense pas la vérité. C'est une quête de vérité. Ouais, mais de vérité assez au pluriel parce que finalement chaque personne que je vais rencontrer va me donner sa vérité sur Vassil. Oui. Et je me rends bien compte qu'il est, comme nous tous, composé de vérités au pluriel. Et donc sur sa carrière et sur ce qu'il aurait pu faire, manifestement il avait une voix exceptionnelle et hors norme, mais beaucoup de gens m'ont dit, plus ou moins à demi-mot ou à mot entier, qu'il travaillait pas tant que ça. Et que en plus de ça, pour se faire sa place, et c'est le cas dans beaucoup de milieux, mais y compris celui de l'opéra, il faut être un peu plus diplomate qu'il ne l'était. Ah. Et voilà, c'est aussi un. J'essaie de trouver un mot plus poli que grande gueule, mais c'était aussi ça. Oui. Et ça a certainement pas joué en sa faveur à plusieurs moments où il aurait fallu être un peu plus souple. Un peu plus souple. Et donc, il va se retrouver dans un endroit que j'ai découvert en lisant ton livre, c'est-à-dire un restaurant qui a l'air quand même, waouh, quelque chose, qui s'appelle le Bel Canto, qui est sur les quais de Seine, pas loin de l'hôtel de ville. Et là, il y a plusieurs jeunes chanteurs qui, en même temps que, bon, ils servent plus ou moins, et tout à coup, les voilà qui chantent un grand air d'opéra. Et il va rester là 10 ans. C'est incroyable. Ouais. Et là-bas, on s'en souvient encore comme l'un des personnages, là encore, ou l'un des meilleurs chanteurs et, on va dire, amuseur, je dirais presque aussi, de ce restaurant qui a vu défiler des centaines de chanteurs et de chanteuses lyriques. Et lui, il va comme trouver une famille là-bas. Ouais. En tout cas, et c'est le cas pour pas mal de chanteurs qui sont là-bas, c'est un très bon exercice, c'est une très bonne gymnastique vocale et physique. Et puis, c'est une façon de se faire des cachets dans un milieu pas facile. Faire ses heures, comme on dit. Tout à fait, de faire ses heures. Ouais. Et il les fait là-bas et il va rencontrer pas mal de gens qui vont devenir des amis très proches et aussi il va nouer des amitiés très fortes et des histoires d'amour aussi oui, là-bas. Il y a Vassil rencontre plusieurs femmes. Avec certaines, il y a des histoires d'amour de folie. Et tu as rencontré nombre de ces femmes qui ont partagé la vie de Vassil à quelques moments. Comment on s'approche comme ça de gens en disant voilà, je fais un livre sur Vassil, c'est pas simple d'aller en quelque sorte pousser la porte d'une intimité pour se mettre à écrire dessus. Quand on m'a parlé de Vassil, c'était en 2018, donc il était déjà mort depuis 2 ans. Donc c'était à la fois assez frais comme mort, mais plus trop complètement. Et donc quand j'ai commencé à contacter les gens, il y en a qui ont eu tout de suite envie d'en parler, parce qu'en fait cette mort leur était paru tellement brutal. Il y a des gens qui savaient même pas qu'il s'était engagé, qu'il allait en Ukraine, qu'il avait tout cet engagement, et tout à coup ils découvrent que non seulement il est mort, mais en plus dans le Donbass, sur le front en Ukraine. Et donc il y a vraiment beaucoup de gens pour qui c'est resté une énigme. Une énigme. Et en fait, ces gens-là, quand je les ai approchés, je leur ai dit, pour moi, bien évidemment que c'est une énigme. Réfléchissons ensemble. Quelle est votre théorie à vous? Pourquoi il est arrivé jusque là-bas?
Donc il y avait beaucoup de gens qui étaient dans cette démarche et finalement j'avais envie de connaître leur théorie dessus, le pourquoi. Et je pense que quand on va voir les gens et qui sont dans une dans une dynamique, dans une recherche et dans une quête et qu'on leur dit est-ce que vous voulez bien réfléchir avec moi et un peu travailler avec moi, ils sont pas dans une position d'impuissance ou passive et je pense que c'est plus intéressant aussi d'aller interviewer les gens dans cette optique-là. Et puis il y a aussi des gens qui étaient encore dans la douleur et qui, eux, ont mis un certain nombre de temps. Moi, j'ai travaillé pendant 5 ans sur cette enquête. Donc, en fait, il y a des gens qui, pendant 1 ou 2 ans, m'ont pas répondu. Et puis, à un moment, qui ont accepté ou qui m'ont demandé plein de détails et puis qui réfléchissaient avec tous ces ingrédients et qui sont revenus vers moi. Il y en a qui sont pas revenus vers moi. Il y en a qui sont revenus vers moi pour me dire non. Enfin, il y a eu toutes sortes de relations, évidemment. Puisque tu parles de cet aspect des choses, je dis tu parce qu'il se fait que les hasards de l'existence font qu'on s'est croisés il y a bien longtemps. Ça montre qu'il faut une ténacité. Tu as jamais, il t'est jamais passé par l'esprit de bon, voilà. Si, bien sûr, ça m'est passé par l'esprit. Ouais. Bon, voilà. parce qu'en fait, au bout d'un moment, on se dit, mais c'est quoi, je suis complètement obsessionnelle de quelqu'un que j'ai même pas qu'est-ce connu. qui m'arrive Qu'est-ce qui m'arrive, voilà. Mais en fait, il y a plusieurs choses qui m'ont tenue. Bon, déjà, la ténacité, c'est quand même une qualité journalistique première. J'ai peut-être pas toutes les qualités journalistiques, mais celle-là, je pense l'avoir. D'accord. Et en plus, à partir du moment où on rencontre des gens, moi, quand je suis allée voir les gens, je leur ai dit que mon projet, c'était d'éclairer le parcours de Vassil, son chemin, que j'avais ce projet de livre, mais rien n'était sûr, j'avais pas de garantie. Donc les gens me donnent de leur temps un petit peu gratuitement, c'est le cas de le dire. Oui. Donc j'étais très transparente là-dessus, mais ce que je me devais à minima de faire, c'était d'aller jusqu'au bout de ce projet et de tout essayer pour qu'un jour ce soit raconté et que ça se retrouve dans un livre. Donc j'avais quand même cette fidélité-là, en tout cas à cet engagement. Et puis en plus, il se trouve que les gens que j'ai rencontrés, à un moment, je me suis dit, je vais peut-être me lasser. En fait, ça fait beaucoup d'interviews. Vont-ils me dire toujours la même chose, voilà. Et en fait, il s'est trouvé que j'ai rencontré des gens très différents, assez passionnants, chacun à leur façon. Et en fait, ça me rendait encore plus curieux. Chaque rencontre dont je sortais me rendait encore plus curieuse de Vassil. Et je me disais quand même, ça devait être un type vraiment intéressant. C'est pas que ça m'a intriguée et que voilà. C'est que je pense que vraiment c'était quelqu'un d'intriguant. Il prenait corps, si j'ose dire. Et puis les gens avaient des théories différentes aussi sur lui. Sûr. Donc en fait, il avait plusieurs facettes. Oui. Donc je dirais pas que c'était inépuisable, mais quand même. Oui. Et il y a un autre événement qui a changé aussi pas mal de choses, c'est que moi, cette enquête, je l'ai commencée avant le février 2022, donc avant la grande invasion en Ukraine. Et pour être assez schématique, avant cette grande invasion, tous les gens que je rencontrais se demandaient un peu pourquoi ils s'étaient engagés. Est-ce que même ils s'étaient pas, je sais pas, est-ce qu'ils s'étaient pas radicalisés, mais comme des djihadistes qui partiraient en Syrie. Il y avait vraiment des gens qui étaient plus sur cette théorie-là, presque. Et en fait, après la grande invasion, les gens ont commencé, que je rencontrais, se sont un peu plus dit, mais est-ce qu'il n'avait pas compris quelque chose avant les autres? Est-ce qu'il n'avait pas raison? Alors, on va y venir. Ouais. Précisément, c'est les circonstances de l'engagement de Vassil qui manifeste à Paris quand il y a des manifestations organisées pour Maïdan, contre la guerre du Donbass. Et il est là. Et peu à peu, semble-t-il, il va être gagné par ce sentiment d'organiser des choses avec les populations, des initiatives humanitaires. Et c'est comme ça, palier par palier, qu'il va être et se convaincre de la nécessité de s'engager arme à la main, ce qui est quand même considérable. En fait, il a pas, et je pense que c'est ce qui arrive à beaucoup de gens, il n'a pas basculé tout à coup dans une espèce de folie qui fait qu'il a pris les armes. En fait, on se rend compte que c'est assez progressif. D'abord, il va aller dans ces petits rassemblements au métro Saint-Michel ou à République, tout près, mais
peut-être que vous connaissez déjà cette histoire si vous êtes ici, mais c'est des rassemblements où il y a très peu de gens, dizaines, vingtaines, les bons jours peut-être une cinquantaine, mais ça reste quand même très très confidentiel. Et après, là encore, en Ukraine, ça existait particulièrement depuis le Maïdan, mais toutes ces collectes et toute cette aide des citoyens pour pallier les fragilités et les faiblesses de l'État ukrainien aussi. Mais je veux dire, depuis 10 ans et encore plus aujourd'hui, je dirais, les citoyens ukrainiens qui habitent en Ukraine et de la diaspora sont complètement derrière l'armée et toute l'organisation en termes d'argent et voilà. Et en fait, Vassil va monter avec d'autres gens de la communauté ukrainienne à Paris des associations, enfin 2 associations, et ils vont envoyer très rapidement sur le front des chaussettes, du matériel médical, enfin tout, des choses pour les enfants qui sont orphelins, enfin plein de choses. Et en fait, je pense qu'à un moment, il se rend compte que pourquoi pas lui être un de ses colis et aller vraiment sur le front. Je pense qu'à un moment ça lui paraît très réel. Il a tous ces gens-là tous les jours au téléphone qui sont sur le front, qui se battent. Et pourquoi s'arrêter à envoyer des talkie-walkie ou des sous-vêtements thermiques, quoi. J'imagine que c'est ce qui s'est dit et que le basculement s'est fait assez naturellement. Et alors, celui qui en fait n'a jamais été vraiment un ténor, mais le baryton devient un combattant. Il y a même une mutation physique. Il se rase de chaque côté les cheveux. Il y a une sorte de longue mèche. Là encore, la mèche des Cosaques. C'est ça, la mèche des Cosaques. Si on va sur le web, on voit l'homme en queue de pie et le combattant. Et il est dans un groupe militaire particulier. Qu'est-ce qu'il fait Alors, en fait, il va aller 3 fois sur le front. C'est donc de la 3e fois qu'il ne reviendra pas. Donc, ça veut dire aussi à quel point c'est pas un coup de folie, quoi. C'est-à-dire qu'il y va, il revient. Il y retourne, il revient et il y retourne. Donc c'est quand même réfléchi. Et entre-temps, il revient faire des cachets ici au Bel Canto ou sur des scènes, lyriques plutôt françaises, parfois européennes. En fait, c'est drôle. C'est un combattant, mais en fait, il a eu une formation d'1 semaine. Oui. Il est presque combattant, presque comme vous et moi en fait. Et il n'est pas très formé, mais c'est un peu la motivation qui prime à ce moment-là. C'est des bataillons de civils. L'armée ukrainienne, elle est en cours de reformation, mais c'est tout à fait balbutiant. C'est des volontaires. Ce sont des volontaires et qui font avec une organisation où ils viennent un peu quand ils peuvent. Lui, il vient un peu, c'est comme il vient sur ses vacances, quoi. Il vient 15 jours, 3 semaines. 15 jours, voilà, quand il peut. Et on lui donne une arme. Et donc, il va un peu de façon, j'allais dire, opportuniste dans les bataillons où il va connaître quelqu'un qui sont sur le front à ce moment-là. Je sais que sa 2e mission, il va se retrouver dans un bataillon qui est à l'arrière, un peu dans des missions de bureau, et qu'il n'est pas venu pour ça, ça va l'ennuyer. Et que la 3e mission, il va demander à être vraiment dans un bataillon, donc ce sera le Pravi Sector, un des bataillons de Pravi Sector, qui est sur le front parce qu'il est venu pour se battre, pas pour être dans un bureau, quoi. Pravi Sector, c'est un corps connu en Ukraine pour sa bravoure, ce qu'il a pu faire, c'est pas n'importe quoi, je veux dire. Non, c'est aussi un des corps volontaires les plus connus, en tout cas à l'étranger, en Ukraine aussi, qui est autant connu pour sa bravoure qu'à l'époque pour accueillir un peu n'importe qui. Clairement, et qui est aussi connu, et là on rentre dans des discussions qui sont assez complexe mais passionnante, qui a été beaucoup décriée pour des idées très nationalistes, voire d'extrême droite. Moi, c'est évidemment un sujet qui m'a intéressée et c'est des questions que je me suis posées et que j'ai posées. Lui-même bien sûr, adhérent de cette idéologie fasciste et autres. Moi, j'ai posé les questions à tout le monde. Tous les gens que j'ai rencontrés, c'était évidemment très important pour moi. Je pense que le livre aurait eu une autre destinée si je m'étais rendu compte en cours de route
qu'il était fasciste, quoi. Oui, ouais. Tout simplement. Et ça n'a pas. J'ai vraiment posé la question méthodiquement à tous les gens que j'ai rencontrés. Oui. Et ça n'a pas été le cas. Donc il s'est retrouvé dans ce bataillon de façon. C'était pratico-pratique au moment. Il connaissait une femme là-bas qui s'appelle Léra, qui se battait, Oui. qui était qui est une ancienne journaliste, qui a pris les armes aussi. Et il a été là-bas parce que c'était le bataillon qui était sur le front. Je parlais de vérité au début. Cette vérité de ton questionnement, je la trouve très importante puisque tu exposes ce doute, tu vas au bout, si tant est qu'on puisse aller au bout de ce type d'interrogation, mais tu ne le caches pas pour en faire une sorte de héros magnifique et autres. Non, il y a toutes les zones d'ombre et de lumière, et le tout dans un style extrêmement sobre, très économique. Tu ne fais pas d'effet de plume. Ça, c'est quelque chose qui pour toi était naturellement synchro, si j'ose dire, avec la quête du personnage. Tu ne peux pas avoir une écriture enflammée et grandiloquente par rapport à ce qui est l'objet même de ta recherche. Je ne sais pas à quel point ça a été conscient, mais en fait, ce dont je me suis rendu compte rapidement, on l'a peut-être pas évoqué, c'est que évidemment, Vassil Slipak en France n'a pas eu la carrière artistique qu'il aurait aimé avoir, et donc son nom et son prénom n'étaient pas du tout connus. En revanche, en Ukraine, depuis qu'il est mort, tous les Ukrainiens que j'ai rencontrés, tous les Ukrainiens et toutes les Ukrainiennes connaissent ne serait-ce que son nom. Il est sur un mur de Lviv. Il y a des noms, il y a des places et des rues qui portent son nom. Il y a des salles d'opéra, de conservatoire. Il y a même une pièce de monnaie qui a été frappée à son effigie. Donc en fait, on connaît son nom et il y a une raison assez simple aussi, c'est que dès sa mort, il a reçu la médaille du héros national. Et c'était la première fois qu'elle était attribuée à un civil. Donc il y a plein de circonstances qui font que son nom a été porté au nu. Et moi, ce qui m'intéressait aussi, quand je me suis rendu compte de ça, c'est de me dire, mais comment on construit un héros, justement ? Parce que, mais tous les héros, ils sont construits. Et donc, moi, j'oscillais entre essayer de comprendre comment on construit un héros et pourquoi on le construit, tout en voulant pas, nier son courage ou son engagement. Et donc, il y a je dirais que c'est peut-être plus la deuxième partie du livre qui raconte un petit peu pourquoi aussi l'Ukraine, elle a besoin de nouveaux héros et de récits de héros, parce qu'en fait, ça fait des décennies, voire des siècles, que c'est la Russie puis l'URSS qui imposent les héros soviétiques. Et donc, il y a vraiment une question tout à fait politique et historique à avoir ses propres héros et ses propres récits. Et donc, je reviens à la question posée par là, il y avait un rapport. C'est que, en fait, tout récit de héros et inventer et créer un héros nécessite une forme d'emphase un petit peu dans le récit. Oui. Et comme moi, j'étais un petit peu dans la déconstruction, en tout cas dans l'idée de comprendre comment il a été construit, j'allais pas moi-même te laisser prendre à l'emphase. Me laisser prendre à l'emphase. Après, c'est discutable parce qu'on pourrait aussi dire que même faire un livre, même si c'est pour déconstruire un petit peu sa statue de héros, c'est quand même contribuer au récit. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi pour ça que je me le suis pas permis. Il y a quelque chose de, je dirais, au fond, de fort dans le livre, c'est qu'il a peut-être une certaine vertu de parabole de l'Ukraine à travers ce personnage qui effectivement n'est pas un héros et peut en être un. Et donc l'engagement dont tu parlais, les volontaires, on voit bien que la part d'innovation, y compris dans les matériels, dans les stratégies, est très importante, laissée aux combattants. Et que donc, Vassil, c'est aussi une forme de clé de compréhension de la résistance incroyable du peuple ukrainien par rapport à l'ours.
Oui, bah, en fait, je pense qu'il y a un enjeu aujourd'hui qui est très important, qui est d'essayer de continuer à raconter ce qui se passe en Ukraine, qui est une actualité difficile. Bon, si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas totalement lassé, mais c'est vrai qu'en tant que journaliste, ou enfin, en tout cas, ou documentariste, enfin, il y a plein de métiers qui peuvent se le demander, c'est comment est-ce qu'on continue à raconter cette guerre qui n'en finit pas, alors principalement pour les Ukrainiens, mais y compris pour des gens qui liraient ou voudraient se tenir au courant. Comment est-ce que nous, on essaye de trouver d'autres récits pour continuer à intéresser, pour faire que l'attention, elle ne baisse pas, qu'on ferme pas les yeux, qu'on détourne pas le regard, parce que ce serait tellement plus facile finalement Bien sûr. de détourner le regard et de faire comme si ça n'existait pas. Et donc pour moi, c'est une réponse parmi des milliers. C'est une proposition modeste pour continuer à essayer d'intéresser sur l'actualité en Ukraine et puis savoir jusqu'où ça plonge ses racines. Donc c'est une petite partie parce que ça pourrait être beaucoup plus ancien, évidemment, sur l'histoire les relations entre l'Ukraine et la Russie. Mais d'une certaine façon, à travers le parcours de Vassil, c'est une façon d'expliquer la séquence historique qui a commencé notamment avec la révolution du Maïdan en 2013. À travers lui, c'est un vecteur en fait de compréhension, je l'espère en tout cas, de la situation dans laquelle on est encore aujourd'hui. À la veille d'ailleurs de l'anniversaire du début de la guerre telle qu'on la connaît maintenant. Tu as été sur la tombe de Vassil. Je vais lire les dernières phrases de ton livre. Sur sa tombe, contrairement à presque toutes les autres, il n'y a pas de photographie en médaillon. Oreste, qui est un frère de Vassil, n'en a pas choisi, je le comprends. Il y a le jeu, tu es là. Tu es impliqué dans ton propre récit, ce qui est aussi, je trouve, une marque d'honnêteté de la conduite de ta narration. Il aurait fallu s'arrêter sur un seul des visages de Vassil, décider de qui il était pour toute sa postérité. Nous restons un moment en silence. La guerre de Vassil est celle d'aujourd'hui dont la rage ne faiblit pas, on vient d'en parler. La même guerre, je dépose mes œillets et peut-être aussi ce récit qui vient s'ajouter à tous les autres faits sur lui. C'est pour les vivants que je perturbe ton trépas, Vassil. Si, allongé sous la terre, tu nous empêches de détourner les yeux et les oreilles, tu n'auras jamais cessé de chanter. Waouh! Voilà une très belle conclusion. Et je sens que Vassil t'accompagne. En tout cas, quand on a passé aussi longtemps C'est normal. avec quelqu'un, même de façon posthume, oui, en tout cas, moi, personnellement, il m'a permis de continuer à comprendre beaucoup de choses sur l'Ukraine. Et puis, je crois qu'aussi, il nous interroge un peu tous sur les conséquences de nos engagements ou sur notre indifférence. Sur ce qu'on fait ou pas. Alors, je pense qu'on va se tourner maintenant vers vous. De toute façon, c'était déjà le cas. Est-ce que vous avez des questions à poser? N'hésitez pas. Je crois qu'il y a un micro, mais ça ne va peut-être pas encourager les questions. Oui, bon, pas de souci. Oui, merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai un peu raté le début. Je ne vais pas vous demander pourquoi vous avez choisi le sujet de Vassili, avec qui on voit bien dans cette dernière phrase, vous avez construit une vraie relation, même posthume. Mais je suis curieuse pour savoir, en tant que journaliste ou documentaliste, comment vous choisissez vos sujets, en quoi le sujet de l'Ukraine vous a paru il y a 5 ans. Important. Important. Merci.
Et ben, je racontais que j'avais été sur la place du Maïdan pendant la Révolution en 2013-2014, et c'est à ce moment-là que moi c'était la première fois que j'allais en Ukraine, donc que j'avais découvert l'Ukraine, et que les questions de l'engagement citoyen, de pourquoi on s'engage, et puis après pourquoi on prend les armes, parce qu'après j'avais continué mon travail sur la guerre dans le Donbass. Voilà, c'est des questions qui m'intéressaient et qui m'habitaient. Et en fait, on m'a parlé complètement par hasard de Vassil, alors que j'étais en France, que j'étais à Paris. Et la question s'est posée de façon, je dirais, presque encore plus magistrale avec son parcours, parce qu'il venait d'un milieu qui me paraissait tout à fait... Pardon, je parle peut-être pas assez près du micro, parce qu'il avait évolué professionnellement dans un milieu qui pouvait paraître complètement antagoniste et tout à fait différent à celui de la guerre, c'est-à-dire celui de l'opéra. Donc déjà, ça a créé une forme de curiosité pour moi. Et qu'en plus, il était parti d'Ukraine à 18 ans, 18-19 ans, et qu'il était en France depuis 20 ans. Donc ça rendait son engagement et son retour en Ukraine, ça me posait encore plus de questions sur le pourquoi et sur quel chemin, en fait, il avait emprunté. Moi, je souhaiterais vous poser une question qui est celle qu'on abordait. Est-ce que vous pensez ou est-ce que vous vous sentez victime de cette fatigue dont on parle parfois, informationnelle, voilà, de sacrés mots, mais est-ce que vous êtes lassé de ces récits de guerre, ou est-ce que vous pensez que les journalistes font suffisamment bien leur travail pour ne pas être lassés? Qu'est-ce que vous pensez de cette question de 4 ans de guerre, de 4 ans de suivi de chacun de ces épisodes? Comment vous voyez ça? Monsieur, peut-être? Oui, bonjour. En fait, je travaille à la Bibliothèque publique d'information et on fait un Grand Prix du public, Les Yeux d'Oc. Oui. Et on présente un film qui s'appelle Pierre, feuille, pistolet. Et en fait, ce que j'aime bien dans ce film, c'est un conducteur polonais qui fait partie d'associations polonaises et qui va chercher des gens en Ukraine pour les rapatrier dans des lieux sûrs. Et en fait, ce que j'aime bien dans ce documentaire et ce qu'on pressent aussi dans votre ouvrage, c'est que ça incarne en fait. Et donc du coup, c'est pas quelque chose qui reste informationnel, distant. On a un lien fort avec une humanité. Et donc là, on peut vraiment se projeter, être dans une empathie. Et là, on ressent pareil. Le Bel Canto, il se trouve que c'est pas si loin que ça du centre Pompidou. Donc je passais tous les jours devant, par exemple. Donc ça va nourrir un peu mon imaginaire. Voilà. Monsieur, on va vous donner le micro, monsieur. Merci d'être là. Par rapport à la lassitude, moi je suis dans une phase intermédiaire qui est l'inquiétude pour la lassitude, Oui. qui se manifeste, qu'on sent un peu. Et il y a une forme de démobilisation. Là, j'étais place de la République là, il y a 3/4 d'heure. Il n'y a quand même pas énormément de monde. Et l'inquiétude, elle est pour le non-soutien suffisant à l'Ukraine dans ces moments-là, et le temps ne joue pas en faveur d'une éventuelle mobilisation, ou alors ce sera dans des conditions très dramatiques. Alors, allez-y, madame. Qu'en est-il d'une lassitude chez les Ukrainiens au bout de 4 ans? Je pense qu'il y a une immense fatigue, évidemment, qui est physique, psychique, morale,
Mais comme nous, on a le, même si c'est pas notre pays, on a le loisir de dormir et de manger sans avoir des alertes aériennes en permanence ou d'avoir de l'électricité et pas un hiver où il fait moins 25 degrés. C'est un peu, notre devoir citoyen, je dirais, de quand même rester éveillé. Après, j'ai ni un rapport naïf à mon métier et à évidemment que les citoyens peuvent faire pression sur leurs dirigeants, et évidemment que l'opinion publique a son rôle à jouer, et en ça, le journalisme et le travail des journalistes est très important. Mais il n'y a pas que ça. Mais en tout cas, ce que vous disiez sur cette fatigue et sur l'importance de l'incarnation. Enfin, moi aussi, je crois évidemment assez fort à la nécessité d'incarner des récits, parce qu'en fait, notre cerveau doit être fait de telle façon que quand c'est lointain, quand c'est des chiffres, on arrive à repousser tout ça. Alors que quand c'est très incarné et qu'il y a une forme de proximité qui peut être très claire, le bel canto, Paris, le métro Saint-Michel, un chanteur d'opéra ukrainien mais qui a fait 20 ans de carrière en France. Donc en fait, tout ça va créer quand même du lien et du liant qui me paraît très important pour maintenir l'attention, qui est absolument pas suffisant, parce qu'on peut pas informer qu'avec des récits ultra incarnés, ce serait pas du tout souhaitable. Mais en tout cas, pour moi, c'est une forme qui doit exister, qui doit coexister avec les autres formes de récits journalistiques, et qui, quand ça dure, ou pour des gens qui se sentiraient moins, comment dire, il y a plein de gens, moi, qui m'ont dit que ils comprenaient pas, ou que c'était trop dur, ou que presque c'était pas pour eux, quoi, cette actualité, parce qu'ils ont peur de pas être comprendre, ou d'être largués, ou j'en sais rien, ou parce que c'est trop dur. Et ben, en passant par des personnes et des personnages, ça permet de mettre le pied dans la porte, et je sais que ça aide les gens à aller vers des analyses, ça est peut-être du reportage de guerre qui peut être plus dur, mais c'est comme s'ils connaissaient quelqu'un là-bas. Et mine de rien, en fait, cette humanité, elle joue, c'est pas grand-chose, c'est assez artisanal, mais je pense que ça joue quand même vraiment dans l'information, et que ça a toute sa place pour que les gens se sentent concernés. Madame. Oui, bonjour. J'aurais bien aimé que vous nous parliez un tout petit instant d'un personnage que vous rencontrez dans votre livre, qui est une femme, alors j'espère ne pas dire de bêtises, mais qui a été dans le même bataillon que Vassil, et qui, je trouve, par le témoignage qu'elle apporte et auquel vous consacrez beaucoup de temps, vous passez 4 pages sur elle, vous êtes sur un banc toutes les deux et vous discutez. Et elle, en fait, on comprend par son histoire combien elle a été transformée par la guerre, mais vraiment dans sa chair, dans sa famille. Elle peut plus penser à autre chose. Et c'est peut-être là-dessus, et vous parliez tout à l'heure d'une lassitude autour peut-être des discours médiatiques. Moi, il se trouve que je travaille à France Culture, je fais une émission sur l'actualité internationale qui s'appelle Culture Monde, et on a du mal chaque semaine à se dire comment on peut reparler de l'Ukraine sans toujours redire la même chose sur 1 heure, parce que ce sont des émissions dans lesquelles on invite des chercheurs et des chercheuses qui ont le temps. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Et en réalité, si, ce qu'on peut raconter aujourd'hui, c'est comment la société a été transformée par cette guerre qui dure. La société a été transformée, les réseaux de solidarité se sont retissés, se sont reformés. La façon qu'a Vassil aussi de pallier aux défaillances de l'État, c'est toute une société qui s'est mise à pallier ces défaillances-là, et qui demande des comptes aussi à l'État, on l'a vu encore l'été dernier. Donc voilà, c'est peut-être continuer à raconter comment la guerre transforme une société entière, et entendre aussi les chercheurs et les chercheuses qui disent leur inquiétude à ce qu'on l'oublie, mais aussi combien nous, si on ne se sent pas concerné, on pourrait aussi être dans la tête de Vladimir Poutine, qui sent bien que notre lassitude est pour lui une aubaine. Oui, voilà. C'est vrai qu'on serait brutalement concerné. Oui, ce témoignage, donc c'est le témoignage d'une femme qui s'appelle Oksana Yakubova, qui connaissait pas personnellement Vassil, mais qui était la chef, la commandante du bataillon dans lequel il est mort. Donc c'est elle qui a ouvert son sac mortuaire et qui s'est rendu compte que mince, en fait, c'était pas un de ses soldats, que c'était donc un civil, ouais. Et que c'était particulièrement grave, quoi. Et quand on lui a dit qu'en plus il venait de France et que c'était un chanteur, elle s'est dit mon Dieu, c'est le pire de ce qui pouvait arriver. Ouais. Et en fait, moi, ce témoignage,
il m'a vraiment bouleversée. Et c'est pour ça que j'ai vraiment tenu à lui donner de la place et finalement à vraiment complètement m'effacer pour laisser la parole à cette femme, parce que déjà j'ai très vite eu l'impression, et ça arrive dans des moments de vie de journaliste en fait, quand on s'est vu, en fait, je ne sais pas si on se reverra avec cette femme, mais il est probable qu'on ne se revoie pas. Mais il y a des fois, parfois, avec des gens, on sent qu'on va être à un moment dans leur vie qui va être super important. Et de la même façon qu'elle a été importante pour moi aussi, hein, mais elle va me dire des choses qu'elle ne peut pas dire à ses proches. Et elle va me dire des choses parce qu'elle sait que je vais les emmener quelque part. Bon, elle savait que c'était pour un livre, elle connaissait les conditions. Mais elle a dit des choses qu'elle gardait en elle et donc elle ne pouvait pas parler, même je pense à des amis ou à sa famille. Et elle a raconté à quel point la guerre l'avait... Enfin, c'est ça qui est aussi très qui est bouleversant et qui est fascinant, c'est à quel point la guerre, elle s'immisce partout. Et là, concernant elle, donc elle a fait la guerre du Donbass et elle veut retourner sur le front maintenant. Elle n'arrive pas à y retourner. Pourtant, elle s'est présentée, etc. Et on veut. Bon, elle dit qu'on veut pas d'elle. Je sais pas si c'est son âge ou si voilà, on n'a pas besoin d'elle. Mais en tout cas, elle dit mais moi, en gros, moi, je suis déjà foutue par la guerre. Donc pourquoi envoyer des jeunes? Enfin, j'ai des compétences, je suis déjà complètement meurtrie et bousillée par la guerre, je veux y aller. Et en même temps, elle dit qu'elle veut y aller parce qu'en fait, c'est l'endroit, elle a une façon de dire ça hyper étrange, parce qu'en fait, les solidarités, mais c'est même pas ce mot-là, c'est-à-dire que les liens qui sont tissés entre les gens qui risquent leur vie en permanence sont incomparables. C'est-à-dire qu'elle dit qu'ils sont même 1000 fois plus forts qu'avec sa sœur, qu'avec son fils, qu'avec ses propres enfants. Et c'est vrai que quand on dit ça, tu te dis que c'est quand même une expérience de vie incroyable. Elle dit en fait sur le front, elle dit c'est comme si c'était une société parfaite. Bon, sauf que le problème c'est qu'on a des armes et qu'on tue. Mais enfin, l'idée n'est pas ni d'être d'accord, ni de pas être d'accord avec elle, mais je veux dire, c'est une expérience qui est tellement marquante que je trouve ça bouleversant parce que c'est des gens qui sont abîmés à vie. Et elle, quelque part, elle pose la question de tous ces gens qui vont revenir, de tous ces femmes, mais beaucoup ces hommes, de tous les drames immenses que ça va occasionner dans une société qui va devoir se retisser, mais c'est-à-dire à tous les endroits, dans les familles, enfin, ça va être un drame absolu. Et bon, ça malheureusement c'est très connu que quand les guerres se terminent, elles continuent pendant très 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 longtemps. Mais c'est vrai que cette guerre dure depuis très longtemps, que l'après-guerre va durer extrêmement longtemps et que c'est des déflagrations, c'est des armes vraiment qui ont des déflagrations pendant des décennies et qu'il va aussi falloir raconter en trouvant des manières de le faire. Alors, on va conclure, juste dire une chose, c'est que le reportage est né dans la guerre. Le récit est né dans la guerre. Et il y a très, très longtemps. Et ce récit, c'est le récit d'humanité fracassée, parfois au sens propre du terme, ou comme vous le dites, dans une société. Le fait de vivre cette violence fait que le récit passe par les personnes. On ne peut pas en faire l'économie, alors qu'on peut faire l'économie des personnes souvent dans l'économie, la politique et tant d'autres choses. La guerre, c'est compliqué de ne pas parler, de ne pas voir les morts, de ne pas comprendre ce qui se joue au niveau de chaque parcelle d'humanité. C'est le seul moment où le reportage s'impose, s'invite, force les portes du 20h et de tout autre organe de presse. Aujourd'hui, on a appelé ça l'incarnation. Il ne serait jamais venu à l'idée des journalistes de 14-18 ou 39-40 de dire qu'ils faisaient des reportages incarnés. Ça montre à quel point nous sommes troublés par cette force du vivant et de la mort qui perturbe l'analyse au sens très abstrait du terme et du plateau qu'on voit à longueur de temps sur les chaînes d'information en continu. On y voit davantage du débat que du terrain.
Et je dirais pour finir que l'intérêt justement de ton livre, c'est que tu n'as pas rencontré Vasile, mais tu es parti à sa recherche, et merci pour ça. Merci.